Bonjour, je m'appelle Rémi Fauchereau, je suis reporter d'ODH TV et je me trouve devant un lieu mythique en ufologie française où se déroulèrent la rencontre ufologique européenne d'octobre 2005. Bienvenue dans le JT OVNI en France, qui est l'actualité OVNI en France, enregistrée à Châlons-en-Champagne. Cette émission est divisée en 3 parties. Mais commençons tout d'abord par les informations importantes. 2016 fut une année riche en rencontres, veillées, conférences et émissions. Ce fut également le 10e anniversaire d'ODH TV, qui a été marqué par la naissance du site internet pour remplacer le blog à long terme, de la 2e chaîne YouTube ODH TV 2, puisque la première est ODH TV Archive, et d'un coup de peinture de certaines émissions. Ce fut également une belle année de rencontres avec vous autres, ODH Note. Nous vous remercions pour votre soutien, vos partages de vidéos et des soirées de chat, la publicité que vous faites pour ODH TV sur vos pages, groupes ou par le biais du bouche à oreille. L'équipe d'ODH TV vous souhaite de joyeuses fêtes. Nous vous donnons rendez-vous en 2017 qui va être elle aussi une année très riche, puisque c'est le 70e anniversaire de l'ufologie contemporaine. Et je vous informe également que les quiz d'ODH TV vont reprendre en 2017. Qui dit quiz, dit livre à gagner, puisque ces émissions sont en partenariat avec de nombreuses associations ufologiques. Le samedi 10 décembre 2016, le CEPI, Centre d'études parapsychologiques et des phénomènes inexpliqués, a organisé à Nice une conférence dont le thème était « Une physique de l'immatériel est-elle possible ? Esprit, ange, ovni, etc. » C'était une conférence qui était assez réussie dans la mesure où il y avait pas mal de monde. Ainsi, 3 conférenciers se sont succédés, dont le père Gérard, exorciste de l'église vieille catholique romaine d'Amérique du Nord, qui a parlé des démons et des exorcismes. Ensuite, Philippe Guillemin, ingénieur physicien français, diplômé de l'école centrale de Paris, et également co-auteur du livre OVNI et conscience. Puis ensuite, Éric Zurcher, essayiste, co-auteur du livre OVNI et conscience et spécialiste des rencontres rapprochées du 3e type en France. Bon, moi, mon intervention, elle était strictement du point de vue ufologique. Donc, quand tu regardes un petit peu l'ufologie sur le temps long, tu comprends très bien comment on a pu en arriver là. Ce sont les cas remontant en rafale du terrain, qui ont amené de plus en plus, à la fin des années 60, au début des années 70, les ufologues à s'interroger, parce que tout simplement, il y avait des remontées d'informations qui ne cadraient pas avec le modèle originel de base, qui était l'hypothèse extraterrestre au 1er degré. Donc certains ont commencé à penser qu'il faudrait parler d'une hypothèse extraterrestre au 2e degré. Mais comme je l'ai expliqué hier soir, ça signifie en clair qu'on rentre dans l'incommensurabilité. Et donc la problématique, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce second degré. Voilà. Donc moi, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est cette évolution progressive qui est associée à la découverte progressive des caractéristiques de ce phénomène. Et progressivement, ça a amené à changer un peu l'angle de vision, à se poser d'autres questions, notamment par rapport à la 4e et 5e caractéristique. Et on peut effectivement penser, s'interroger aujourd'hui sur une notion de matérialité qui ne serait pas, je dirais, exclusive. C'est-à-dire que le phénomène est certainement matériel, mais il peut ne pas l'être aussi, donc il faut peut-être penser différemment, il faut penser en termes de densité de la matière, et c'est très exactement ce que font beaucoup de physiciens aujourd'hui, dans un cadre théorique plus général, bien sûr, pas dans le cadre ufologique. Mais justement, cette dialectique est très très importante. Si on arrive à établir un échange d'informations, une liaison entre ce qui est vu sur le terrain et les modifications théoriques qui affectent actuellement la physique, ça ne peut que être profitable au sens où ça va faire progresser, si tu veux, la pertinence de notre grille d'analyse, de notre grille d'interprétation, plus exactement. Voilà, mon exposé portait là-dessus. J'ai bien souligné les raisons qui ont abouti à ça.
elles me paraissent incontournables. Après, chacun voit midi à sa porte et chacun peut apporter des explications ou les non-explications qu'il veut. C'est un sujet très difficile, de toute façon. Et on arrive à un niveau où seul un physicien peut répondre à ces questions. C'est pas le petit ufologue qui va donner comme ça la solution. L'ufologue, il ne peut que constater ce qui remonte du terrain, il peut mettre des choses en perspective, il peut procéder par analogie, mais il connaît ses limites aussi, à un moment donné. Le relais doit être donné à des physiciens. C'est pour ça que j'ai dit à la fin, en conclusion, il est impératif de surveiller de très près l'émergence des théories en physique fondamentale. Parce que c'est de là, Aimé Michel avait raison, c'est de là que va venir la solution à terme. Est-ce que les gens ont envie que la solution vienne? C'est une autre histoire. Il y a une dernière information importante de ce mois de décembre 2016. L'ufologie française est une nouvelle fois endeuillée. Un veilleur, enquêteur de terrain, ufologue et de l'association OVNI Champagne est parti dans les étoiles. Cet ufologue s'appelait Jeannot Buteux. Cette édition du JT OVNI en France, qui est consacrée aux observations d'OVNI dans la Marne, lui est dédiée. Au nom des équipes, de toutes les équipes d'ODH TV, nous adressons toutes nos condoléances à la famille et à ses proches. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Gaëtan Bovy, directeur du réseau d'enquête ufologique belge et directeur de la web TV UFO Wallonia. Bienvenue dans l'astuce du veilleur, et aujourd'hui je vais vous parler des Sky Lanterns ou lanternes volantes. Les lanternes volantes, pourquoi? Parce que la lanterne volante, si on regarde la masse de témoignages chaque année, eh bien beaucoup d'observations font état de ces lanternes volantes. D'ailleurs, c'est l'une des plus grandes méprises, donc de pan A, selon la classification, qui sont recensées, soit en Belgique, en France ou ailleurs. Les lanternes, en fait, ont une caractéristique qui fait que les témoins peuvent vite être trompés, notamment sa couleur, sa direction, mais aussi sa façon de disparaître. Et c'est ce que nous allons voir maintenant ensemble. Tout d'abord, une lanterne, pour situer un peu. Imaginez donc le sol, qu'importe, que ce soit un horizon, de l'horizon ou des arbres ou le dessus d'un toit d'une maison, pareil. La lanterne décolle toujours d'un point. Donc, vu que les lanternes sont lâchées par des personnes, voilà, à un certain point près de chez vous, et ces lanternes, à ce moment-là, selon la vitesse du vent, donc selon la météo, parce que la météo joue beaucoup pour le vol des lanternes, eh bien, vont prendre une ascension. Donc bien souvent, elles décollent, comme un ballon normal. Et arrivé à un certain point, une certaine culmination, la lanterne va soit s'éteindre, ou parfois, ce qui peut arriver, et là c'est mieux parce que pour les enquêteurs ça montre bien qu'il s'agit d'une lanterne. Pourquoi? Parce qu'elle se désintègre. Donc on peut voir que la lanterne s'éteint et que des petits fragments de lumière retombent vers le sol. C'est un peu comme un feu d'artifice au final. Et c'est ça qui permet, comme je l'ai dit aux enquêteurs, d'avoir aucun doute sur la nature de l'observation, et donc il s'agit bien d'une lanterne. D'ailleurs, au REB, une fois, nous avons reçu un balai de lumière qui avait été filmé par un témoin du côté du Hainaut, et grâce à la dernière vidéo qu'on a reçue, on a pu savoir qu'il s'agissait d'une lanterne. Au départ, on n'a pas su, parce que les lanternes ont été suivies par le témoin dans différentes rues, en même temps, pendant plusieurs minutes. Et donc, il avait été difficile de savoir si c'était des lanternes ou pas, par rapport à la direction, etc. Et c'est seulement cette vidéo-là, où on voit la lanterne littéralement se désintégrer vers le sol, qui a permis de conclure à des lanternes volantes. Alors, petite particularité des lanternes, c'est que les lanternes peuvent avoir plusieurs couleurs, d'où la méprise aussi, puisqu'on sait très bien qu'il y a des phénomènes lumineux OVNI qui ont différentes couleurs aussi. Les lanternes peuvent varier du blanc à l'orange, au jaune, etc., même au rouge, au bleu, à la couleur que vous voulez. Il y a aussi la forme qui diffère dans certaines lanternes. Par exemple, les lanternes les plus utilisées, surtout ici en Europe, ce sont celles-ci, donc en forme de cône à l'envers. Ensuite, il y a celles qui sont un peu plus rectangulaires, beaucoup utilisées en Chine, etc. Et aussi des losanges, voire d'autres formes qui peuvent exister. Ça dépend aussi
les commerces où on en vend. Alors, une chose aussi, un petit élément pour déterminer s'il s'agit d'une lanterne ou pas, c'est aussi, et ça on peut très bien le voir aux jumelles, donc évidemment si vous êtes en veillée volontairement, que vous avez une paire de jumelles, c'est très facile à voir, c'est que les lanternes ont en son centre une lumière plus vive. Donc vous avez par exemple une lanterne orange, qui a une couleur orangée, rougeâtre, et en son centre vous voyez que c'est un peu plus clair, comme si quelque chose à l'intérieur bouillonnait. Simplement, il faut savoir que les lanternes fonctionnent avec un brûleur. Donc en fait, une lanterne, c'est simplement du papier de riz. Et en dessous de la lanterne, vous avez un brûleur, avec un bouchon, etc., qui permet de faire voler la lanterne. S'il n'y a pas la flamme, la lanterne ne peut pas voler. Donc c'est cette flamme, en fait, que vous voyez aux jumelles, ou même à l'œil nu, si elles sont assez proches. Si vous voyez quelque chose au centre qui est plus vif que la couleur environnante, c'est simplement le brûleur que vous voyez, qui illumine toute la lanterne. Donc voilà un peu pour les lanternes. Alors une chose qu'il faut savoir aussi, c'est le vent. Alors le vent, évidemment, il ne faut pas trop de rafales de vent, sinon la lanterne se balaye comme une fétue de paille et ça ne fonctionne pas. S'il n'y a pas assez de vent, ça risque de ne pas voler. Et aussi il y a les vents tourbillonnants qui peuvent changer la direction de la lanterne. Donc ça peut arriver tout à fait que vous voyez une lanterne aller dans un sens et puis revenir de l'autre. Et faire du va-et-vient comme ça. À ce moment-là, il y a des gens des fois qui se trompent en disant « Oui, mais c'est pas possible que ce soit une lanterne, parce que la lanterne allait vers la droite et puis elle a fait demi-tour. » En fait, simplement, c'est que les vents locaux peuvent changer la direction. Et vu que la direction, bien souvent, ou la distance de la lanterne est assez lointaine, vous avez l'impression qu'elle fait des angles droits. En fait, elle ne fait pas des angles droits, c'est simplement le vent qui change la direction, et la lanterne fait parfois des boucles, etc. Simplement. Sauf qu'avec la perception de distance, vous ne pouvez pas voir cette boucle, et donc vous avez l'impression vraiment que la lanterne fait demi-tour elle-même. Et en fait, c'est pas le cas. Alors, au-delà des caractéristiques du vent, etc., vous avez aussi une petite particularité qui trompe et bien souvent quasi tous les observateurs, c'est la forme. Oui, parce que, je vais vous expliquer une petite anecdote, on était en veillée dans une campagne tout près d'Andenne en Val-Utoise, et à un moment, on a vu une boule orange arriver de nulle part, bien à l'horizon, très lumineuse, c'était en début de nuit. Donc on a commencé à filmer, etc. On pensait vraiment qu'il s'agissait d'un point lumineux inexplicable. On a commencé à filmer, puis il y en a un deuxième qui est arrivé. Mais le problème, c'est que ce jour-là, il faisait chaud, et il n'y avait quasiment pas de vent. Donc les lanternes étaient quasi immobiles, elles volaient, mais elles étaient quasi immobiles. Et puis il y en a une troisième qui s'est manifestée. Au final, ça a donné une composition d'un triangle parfait, et donc de loin, à une certaine distance, sur les caméras, etc., on était persuadé qu'on avait affaire à un triangle gigantesque. Mais le problème, c'est que les lanternes peuvent, par rapport au vent, à leur direction, etc., faire différentes formes, comme par exemple, comme je l'ai dit, le triangle. De très loin, si la nuit est bien noire, et que vous voyez ces trois points en triangle, vous pouvez être quasiment certain que vous allez croire à un ovni triangulaire. Mais ce n'est pas le cas. Même si vous ne voyez pas de structure au milieu. Ensuite, il y a d'autres formes qui peuvent se faire, comme des balles aériens totales, parce que les lanternes peuvent être lancées par plusieurs. Des fois, on a affaire à des lancers de 100 lanternes, de 200 lanternes, voire 1000 lanternes, voire plus encore. Donc vous avez énormément de lumière dans le ciel en même temps. Ça fait un balai phénoménal. Alors il faut dire que c'est magnifique, c'est magnifique. Et donc ça peut varier de forme par rapport au vent, etc. C'est simplement le vent qui joue en fait sur la direction. Donc vous pouvez vous retrouver, comme j'ai dit, avec des triangles, ou encore des formes de flèches, des losanges aussi. Alors les circulaires c'est un peu moins fréquent, mais ça peut arriver aussi. Donc vous avez toutes sortes de formes qui peuvent jouer simplement parce que à une certaine altitude, eh bien, les vents, etc. peuvent changer de direction et avoir des directions différentes. Simplement, c'est que voilà, il suffit qu'une lanterne qui se trouve ici va vers la gauche, une autre vers le dessus, et ainsi de suite. Ou alors aussi une question de rapidité, peut-être qu'il y en a qui sont plus lentes que les autres, et ainsi de suite, ce qui vous donne donc des formes, etc. Alors aussi le problème, c'est que si les lanternes sont envoyées avec un chrono bien précis, à ce moment-là, ça peut aussi vous donner une forme qui reste pendant plusieurs minutes sans bouger. Donc vous avez l'impression que c'est vraiment quelque chose, un engin, ou alors que ces lumières sont rattachées à une masse. En fait, non, c'est pas le cas. C'est simplement, comme je vous l'ai dit, le vent qui joue sur la direction, qui donne ces différentes formes. D'ailleurs, au Nouvel An, ça arrive souvent. On a encore eu, lors du Nouvel An 2015,
des lâchers de lanternes ici en Belgique du côté de Hainaut par exemple. Et le problème c'est que ces lanternes qui ont été lâchées dans l'Hainaut, près de la frontière, se sont dispersées jusqu'à la frontière française. Et donc du coup on a eu plusieurs témoignages de chaque côté de la frontière. Et ça, bon, grâce au recoupement des informations, on a pu savoir que c'est des lanternes. Donc les Nouvel An, Noël, ça peut arriver, les mariages, les fêtes, les anniversaires, les soirs d'été, voilà. Donc il y a certaines périodes comme ça où vous pouvez être sûr que des lanternes peuvent être lancées. Le reste de l'année, ça peut arriver aussi, parce que tout le monde est libre d'en acheter dans les commerces, hein, ça se vend librement. Et donc soyez quand même vigilants pour ça. Mais renseignez-vous surtout s'il n'y a pas eu des fêtes locales dans votre région, etc. En cas d'enquête, c'est ce qu'on fait. C'est le rôle aussi des enquêteurs. Donc si maintenant on vous signale l'observation de boules lumineuses qui ressemblent aux lanternes, ben, renseignez-vous toujours en faisant des appels à témoins, ce genre de choses, pour savoir s'il y a eu un lâcher de lanterne ou de ballon dans votre coin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous mets rendez-vous dans un mois pour la prochaine astuce du veilleur. Et en attendant mes amis, soyez très vigilants parce que ce que nous voyons n'est pas forcément ce que l'on croit être. Je vous retrouve à présent à côté du lac de Chantecoq, toujours dans le département de la Marne, et nous allons à présent passer aux dernières observations d'OVNI qu'il y a eu en France dernièrement. Mais commençons tout d'abord par les observations d'OVNI qu'il y a eu en France au mois de septembre 2016. Le 4 septembre à minuit 5, dans le département Loire-Atlantique à Pornic, observation d'un OVNI en forme de disque. Le 8 septembre, dans le département 92, observation d'une forme cylindrique de couleur verte. Le 15 septembre, dans le département des Alpes-Maritimes, observation d'une forme très lumineuse au-dessus de la mer. Le 24 septembre, dans le département 62, observation d'un OVNI de forme triangulaire. Le 28 septembre, à 20h, dans le département 63, observation d'un OVNI de forme ovale à Lampede. Et le 28 septembre, dans le département Calvados, observation d'un OVNI en forme de V avec deux lumières blanches. En octobre 2016, le 1er octobre à 21h15, dans le département du Cher, observation de boules lumineuses. Le 6 octobre, dans le département du Finistère, observation de lueurs étranges dans le nord du Finistère. Le 7 octobre à 8h50, dans le département du Morbihan à Étel, observation d'un OVNI en forme de triangle. Le 7 octobre, dans le Finistère, du côté du menhir de Carloas, observation de lueurs blanches. Le 26 octobre 2016, dans les Alpes-Maritimes, observation de plusieurs boomerangs dans le ciel. Passons à présent à l'actualité OVNI qu'il y a eu au mois de novembre 2016. Le 1er novembre, dans le département des Ardennes, observation d'un objet circulaire très lumineux. Le 3 novembre, dans le département des Pyrénées-Orientales, observation de nombreuses lumières à l'horizontale en forme de demi-anneau, clignotantes sur une large surface au-dessus du pic du Canigou. Le 7 novembre, à minuit 25, dans le département Loire-Atlantique, observation de lumières étranges dans le ciel au-dessus de Nantes. Le 17 novembre, à 20h28, dans le département du Jura, observation d'un phénomène insolite à Veria. Et le 29 novembre, dans le département Seine-et-Marne, observation d'une structure lumineuse mobile. Passons à présent à la troisième partie de cette édition. Donc le dossier, où cette fois-ci, Je vais vous présenter les ovnis dans la Marne. Alors, dans ce département, y a-t-il beaucoup plus de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type ou du troisième type? Mais passons à présent à la carte des observations. Le phénomène OVNI dans le département de la Marne est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain en blanc sur la carte. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol, et 2 ou 3 rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non, avec la présence d'une ou de plusieurs entités en vert sur la carte. Je vous retrouve à présent à côté du menhir Pierre Fritte, du côté de Congy. Pas très loin d'ici, à Baye ou Baye, en 1899, il y a eu l'observation d'une boule lumineuse. Il est à signaler que ce secteur, il y a de nombreux mégalithes. Il y a des menhirs, des dolmens, des allées couvertes et des hypogées. Mais passons à présent aux observations d'OVNI de type rencontre rapprochée du premier type. Le 27 avril 1899, à Baye,
Deux enfants sont en train de jouer dans la rue quand une vive lueur les tire de leur jeu en direction du nord-est. Levant les yeux, ils observent une énorme boule rouge qui traverse la rue principale en oblique à une altitude estimée entre 200 et 500 mètres. La taille estimée est de 10 mètres. La boule est prolongée par une courte queue. Durée totale de l'observation 9 secondes. Un des témoins ressentit des fourmillements au moment du passage de l'objet. Pas d'autres témoins directs, mais la lueur a été vue par d'autres personnes. Je vous retrouve actuellement à côté du dolmen, à côté du village de Saint-Quentin-le-Verger, où le 7 octobre 1954, il y a eu une observation assez particulière. Le 7 octobre 1954, à Saint-Quentin-le-Verger, à 10h, une jeune fille de 17 ans était occupée à garder ses vaches sur le plateau de Malincourt, quand elle aperçoit dans le ciel un disque jaune plutôt pâle qui sembla osciller quelques instants. Abandonnant quelques secondes son troupeau, elle courut prévenir un agriculteur qui labourait non loin de là, au lieu dit le boucher. Le phénomène lumineux était toujours là, et deux autres personnes, de Chenevières, virent ce globe inondé de reflets bleus et violets en direction de Mex aux Forges. Ce jeu de lumière dura 5 bonnes minutes. Cette lueur, pour le moins inhabituelle, disparut ensuite, faisant place, hélas, à une pluie abondante qui dura toute la journée. En août 1964, à Reims, à 22h45, un témoin observe pendant plus d'une heure un objet en forme de couronne d'un diamètre estimé à 40 mètres. Il était de couleur changeante et possédait des hublots. Après être resté immobile, l'objet partit en ligne droite à une vitesse fulgurante. Un bourdonnement a été entendu comme un moteur électrique. L'objet se trouvait à moins de 150 mètres du témoin. Le 1er mars 1974, sur la commune d'Épernay, à 7h45 du matin, 3 vignerons observent dans le ciel une forme allongée lumineuse de la taille de 3 gros avions au moins. Elle brille d'une lumière rouge fluorescente. Sa forme rappelle celle d'un cigare avec une demi-lune en dessous. Elle disparaît en quelques secondes. Le 24 mars 1974, à Épernay, à 4h du matin, un témoin observe un objet de forme arrondie ayant un dôme légèrement flou. Une sorte de fumée blanche semble survoler l'objet, se déplaçant de bas en haut. Au bout de quelques secondes, l'objet disparut en tournoyant sur lui-même comme une toupie. Le 28 octobre 1980, à Vertus, à 18h, 3 écoliers ont observé un objet sphérique avec des lumières bleues à l'avant, rouge à l'arrière, rouge et bleu sur le pourtour. L'objet se déplaçait silencieusement à grande vitesse. Il filait en direction du nord-ouest en sautant et formant des spirales. Le 7 mars 1995, à La Croix-en-Champagne, à 2h du matin, une femme observe, au moment où elle éteint la lumière, une masse lumineuse derrière la vitre de couleur jaune-or, avec une impression de densité plus forte au centre. La lumière pulse, montrant une sorte de brouillard autour. Aussitôt, elle prévient son mari qui se lève et accourt. Les deux observent alors le phénomène disparaître de leur champ de vision, direction ouest, en est. Le 10 janvier 2000, à Cézanne, au cours de la nuit, un automobiliste a vu au-dessus de lui une forte lumière. Le moteur de la voiture s'est alors arrêté tout seul, les phares et l'autoradio aussi. Passons à présent aux rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol. Le 22 décembre 1973, sur la commune de Montmaur, Lucie, à 16h45. Une femme observe une forme blanche, mais elle a une très mauvaise vue. Arrive alors un livreur qui klaxonne pour prévenir la femme de sa présence. Ne la voyant pas venir, il descend du camion et observe sur sa gauche un objet blanc en forme de fusée posé dans un champ. Pendant ce temps, un autre témoin revient de la chasse et observe le même phénomène. La femme demande à ce dernier de tirer en l'air, il s'exécute. L'objet s'élève à 15 mètres et redescend, se poser. Puis il remonte et descend la pente du pré jusqu'à la forêt par bond de 1 mètre de haut. Il s'éloigne et disparaît dans la brume. Le 15 mai 1976, sur la commune de Rieux, à 23h, une famille de 4 personnes roule en voiture. Peu après Montenil, juste avant d'entrer dans Rieux, le père observe posé dans un champ à 300 mètres de la route un objet fortement lumineux, plus violent qu'un néon. Arrivant à la hauteur de l'objet, il s'arrête, descend de la voiture, le reste de la famille restant à l'intérieur du véhicule. Il s'avance dans le champ, allumant sa lampe torche et braquant le faisceau vers l'objet. Au bout d'une dizaine de mètres, l'objet s'envole à la verticale à une vitesse lente, sans bruit. L'objet était une masse noire posée sur 3 pieds de 4 mètres de large, sur 2 de haut. Les pieds faisaient 2 mètres.
Sur un côté se trouve un énorme phare de 30 cm de diamètre qui augmentera d'intensité pendant l'ascension. Sur le lieu d'atterrissage, 3 trous de 10 cm de diamètre sur une profondeur de 15 cm sont visibles. Ils sont espacés de 80 cm et forment les 3 angles d'un triangle. Passons à présent aux rencontres rapprochées du troisième type qu'il y a eu dans le département de la Marne. Le 6 octobre 1954, à Isles-sur-Suippe, à 6 h du matin, la nuit est encore sombre. Le témoin se rend à son travail à vélo. Il est seul sur la nationale 51. Soudain, il voit surgir à basse altitude une lumière aveuglante qu'il prend pour les phares d'un véhicule. La lumière s'est éteinte, dira le témoin. Il a continué à rouler. En arrivant à la hauteur de l'endroit où la lumière avait disparu, il a aperçu dans un champ près de la route une sorte d'obus géant d'environ 3 mètres de longueur. Sa silhouette était vaguement éclairée par des espèces de hublots lumineux. Devant l'engin s'agitait une petite forme sombre. Le témoin prend peur et fonce littéralement jusqu'à la gendarmerie. À quelques kilomètres de là, 3 autres ouvriers se rendant à leur travail avaient vu une boule lumineuse descendre vers le lieu où le témoin principal avait vu l'engin au sol. Le 17 octobre 1954 sur la commune de Reims. Dans la soirée, un homme revenant de la pêche le long du canal à Reims a vu une lumière brillante posée sur l'herbe près du canal. Pendant qu'il s'approchait, il a vu qu'elle venait d'un objet en forme de cigare d'environ 26 pieds de long et 7 pieds de haut. D'une extrémité provenaient des lumières phosphorescentes qui se sont réfléchies sur la coque métallique de l'objet. Une porte est apparue, de laquelle ont émergé 3 êtres velus, d'environ 3 pieds 9 pouces de haut, marchant en crabe, c'est-à-dire de côté. Puis, un être encore plus petit, un peu plus d'1 mètre de haut, est apparu, dont le bas des jambes a semblé transparent. Le témoin a essayé de s'approcher plus près, mais les entités se sont précipitées en arrière, à l'intérieur de l'objet, à une vitesse étonnante, juste au moment où le témoin a été paralysé par un faisceau de lumière rouge qui a tourné au jaune venant d'un hublot. L'objet a alors décollé et a volé rapidement vers Tinquex. Le témoin a alors récupéré sa liberté de mouvement. Je tiens à signaler que pour cet épisode d'OVNI dans la Marne, je vous ai partagé les différentes observations d'OVNI de type rencontre rapprochée du premier type, deuxième type et troisième type. C'est un épisode de découverte. Il y aura un deuxième épisode en 2017 qui sera l'étude géo-ufologique de ce département. Je tiens à signaler qu'il y a eu d'autres affaires dans ce secteur que je vous partagerai prochainement. Dans ce secteur, il y a une association ufologique qui s'appelle OVNI Champagne. Je laisse Rémi vous en parler. J'aime bien OVNI Champagne, c'est important parce que c'est quand même, on sait qu'il y a une structure en Champagne. C'est déjà ça, c'est important. Ils ont quand même fait du travail, ils ont fait quand même, les uns et les autres ont fait beaucoup de travail. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils fassent, mais je ne sais pas s'ils en ont le temps, s'ils en ont les possibilités, s'ils ont assez de membres pour le faire. C'est un peu le même travail que moi, quoi, pour essayer de répertorier, parce que je crois qu'en Champagne, là, OVNI Champagne, ils ont répertorié en tout peut-être un peu plus d'une vingtaine de cas depuis leur existence. Alors Rémi, quel souhait aurais-tu pour cette association ? J'ai pris le principe de coller des affiches, je leur ai conseillé de le faire, mais ils ne l'ont pas fait. C'est pourtant quelque chose de très simple à faire, ça. Ça pourrait aider beaucoup, à avoir des cas supplémentaires pour leur association et pour les enquêter, même s'ils n'ont pas le temps de les enquêter, parce qu'ils ont pris aussi par le travail, ils pourraient faire comme moi, envoyer un questionnaire, une carte, faire des photocopies, et puis demander à ce qu'ils reçoivent les rapports d'enquête faits de cette manière-là. Ça permettrait quand même de conserver les cas, de les connaître déjà, de connaître les cas, et de les conserver en archive, et ce serait très utile pour faire un bilan statistique par la suite qui serait beaucoup plus intéressant s'il y avait par exemple 100, 150 cas, 200 cas de répertoriés sur la Champagne plutôt que 20 cas. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une statistique basée sur 20 cas? C'est un petit échantillon. Or que sur une statistique basée sur 200 cas, on tire beaucoup plus de conclusions, et beaucoup plus de conclusions qui ont des chances de s'avérer plus exactes, parce que l'échantillon est beaucoup plus important.
Ça, c'est de la statistique. Il pourrait faire beaucoup de choses avec ça. Plus on a de cas, mieux c'est. Alors donc, il faudrait qu'ils essaient de se mobiliser pour avoir un maximum de cas. Et il faudrait qu'ils se dépêchent parce que tous les cas de 54, des années 54, ils vont leur échapper. Voilà, c'est la fin de cette édition de JT OVNI en France, enregistrée dans le département de la Marne. Je remercie Daniel Chamarande d'OVNI Champagne et également toi, Rémi Fauchereau, donc, reporter d'ODH-TV, qui m'a conduit dans ce département, qui m'a fait visiter ce département et qui permet aux auditeurs de voir comment est le phénomène OVNI dans le département de la Marne. Merci Rémi. Eh bien, moi je te remercie Gilles, et puis on a redécouvert Châlons-en-Champagne qu'on avait connu en octobre 2005. On a découvert d'autres menhirs, des dolmens ici derrière nous, et c'est sur ce dolmen que nous conclurons cet OVNI Marne. Version 2016, car c'est prévu déjà d'avance qu'on reviendra en 2017, n'est-ce pas Rémi? Ah oui, c'est prévu, absolument, oui. Voilà, soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo, caméscope numérique, la bonnette à réseau et la station météo. Et à très bientôt sur les routes de l'ufologie en France avec ODH-TV. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.